Épisode 15, 2W, beaucoup de choses à raconter et pourtant on va se concentrer. On avait dit dans l'épisode précédent, l'épisode 14, qu'on allait revenir sur le terrain et c'est ce qu'on va faire, on va parler basket dans cet épisode 15, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans la WNBA sur cette fin de saison. Il reste environ une dizaine, peut-être un petit peu moins de matchs par équipe à jouer jusqu'au play-off, jusqu'à la course au play-off qui fait rage et il se passe énormément de choses. En ce moment, dans cette ligue, Phoenix peine à trouver la voie avec l'ajout de Dewana Bonner. Tibet ne semble toujours pas avoir trouvé de solution pour vraiment intégrer la joueuse dans le collectif et pouvoir avoir le même rendement, notamment offensif, qu'en début de saison qui faisait de Phoenix la deuxième équipe de la ligue. Pendant ce temps, le Liberty ne s'est toujours pas optimisé son effectif pléthorique et il y a toujours l'absence de Brianna Stewart qui devrait revenir ce soir ou hier soir si vous regardez ce podcast ou s'il est publié le lendemain de l'enregistrement. Nafisa Collier du côté des Lynx est revenu dans une équipe qui n'a pas du tout fléchi en son absence. Personnellement, peut-être que ça me fait poser quelques questions sur le valuable de MVP. Évidemment que Nafisa Collier évolue à un niveau MVP cette saison, mais il y a d'autres candidates, Alisha Gray et surtout Alyssa Thomas du côté de Phoenix. Est-ce qu'Alyssa Thomas ne serait pas plus valuable que Nafisa Collier? On se posera peut-être cette question dans un autre podcast. Là, vraiment, ça relève presque de la hot take. Atlanta maîtrise parfaitement sa saison de bout en bout, vraiment le sous-marin du haut du classement. Très peu d'observateurs que j'écoute et que je lis parlent de cette équipe cette saison. Moi le premier, pour le coup, j'en parle quasiment pas. Et pourtant, cette équipe est deuxième au classement actuellement en WNBA et un des plus beaux collectifs offensifs et défensifs de la saison. Il va falloir qu'on regarde Atlanta un petit peu plus en détail dans les épisodes prochains, notamment pour préparer les playoffs dans lesquels, à mon avis, cette équipe va avoir un rôle à jouer dans les premières ligues. Les Aces de Las Vegas retrouvent le chemin de la victoire. 10 victoires sur les 10 derniers matchs pour les camarades de A'ja Wilson et de Becky Hammon. C'est vraiment, pour le coup, un retour des Aces au plus haut niveau. Je crois qu'elles sont 3e ou 4e de la ligue. Ça ne rigole pas du tout du côté de Las Vegas et on enchaîne très bien dans un calendrier équilibré. Et puis il y a la bataille du milieu de tableau qui est terrible. Impossible de dire qui ira en play-off entre les Sparks, le Storm, le Fever et les Valkyries. Les dynamiques de ces équipes se recoupent. Certaines sont en hausse, certaines sont en basse, elles se croisent et vraiment on a une bataille pour les derniers spots de play-off qui est monstrueuse. Très difficile aujourd'hui de dire qui aura un spot en play-off, mais une équipe va nous intéresser aujourd'hui plus particulièrement, ce sont les Valkyries. Une fois n'est pas coutume. Dans ce podcast, on a pas mal parlé des Valkyries cette saison, mais honnêtement, comment ne pas le faire? Cette équipe est vraiment très séduisante, cette franchise est très séduisante, mais au-delà de l'équipe, on va surtout mettre le point sur une joueuse en particulier. Il s'agit de Veronica Burton, on en parle tout de suite dans W, épisode 15. Veronica Burton, c'est le sujet de notre épisode 15. Bienvenue à toutes et tous dans W, votre podcast sur la WNBA. Je suis Grégoire, ça fait une saison et demie, 2 saisons pour ceux qui découvriraient ce podcast dans cet épisode 15 que je suis la WNBA. Je suis donc tout nouveau et j'ai lancé cette chaîne pour partager cette découverte d'une ligue ultra compétitive avec des équipes et des joueuses qui méritent clairement d'être connues quand on est passionné de basket. Et aujourd'hui, on va parler d'une joueuse en particulier. Cette joueuse, c'est Veronica Burton, une guard qui évolue du côté de Golden State Valkyries, une équipe qui est une équipe d'expansion. C'est la première saison de cette franchise en WNBA et on va faire un point sur, disons tout simplement, la leaduse de cette équipe depuis la blessure de Kyla Thornton après le All-Star Game. 12 points, 5,6 passes en 37 matchs joués, tous startés pour Veronica Burton cette saison à Golden State. Le poste, c'est évidemment sur les lignes arrières, particulièrement sur le poste de meneuse. Elle peut jouer 2 également quand Carla Leight est en relais au poste 1. Et il y a plusieurs dimensions à son jeu qui sont intéressantes et on va toutes les aborder aujourd'hui, notamment en vidéo, mais on va faire d'abord un petit point sur les métriques et sur les statistiques qui entourent le profil de Veronica Burton et la progression monstrueuse qu'elle a vue cette saison par rapport aux saisons précédentes qu'elle avait en WNBA. On va parler d'abord du scoring. Plus de 37% à 3 points, 70e centile, 63% d'adresse dans les corners cette saison,
Pour Veronica Burton, on a 57% au true shooting, c'est au-dessus évidemment de la moyenne de la ligue, largement. Offensive rating personnel de 120, c'est le 98e centile. 89e centile cette fois au lancer franc tenté. On est sur un profil de joueuse qui, en attaque, maximise son potentiel et a des métriques de très très haute qualité. Vraiment pour le coup, 89e centile au lancer franc tenté à 4 lancers francs tirés par match. C'est très très bon. Vraie progression au tir entre le mois de juin et le mois d'août avec une adresse qui a quasiment doublé. Ça, personnellement, je le mettrais sur le fait que cette équipe des Valkyries est une équipe d'expansion et que avant de jouer leur premier match ensemble, elles avaient peu joué de matchs et de minutes ensemble, puisque clairement, on est sur un effectif agrégé de joueuses qui viennent des autres franchises de la WNBA pendant une draft d'expansion qui s'est jouée à l'intersaison. Donc, le temps de trouver ces mécanismes et ces zones de tir par rapport à ses camarades et par rapport aux défenses qui leur sont opposées, je trouve que c'est logique d'avoir des joueuses qui, quand elles ont des responsabilités offensives, ne se trouvent pas tout de suite. Néanmoins, la progression n'est pas forcément liée au nombre de minutes passées ensemble, et parfois ça peut être décorrélé. Des joueuses n'arrivent pas à progresser malgré le nombre de minutes qu'elles jouent ensemble avec leurs camarades. Ici, on a une nette progression, quasiment, je vous dis, x2 sur l'adresse entre le mois de juin, le début de la saison, et le mois d'août qu'on est en train de vivre en ce moment. Au-delà du scoring, il y a un passing qui est également très bon. Il est très bon par rapport à la ligue, puisqu'on est 96e centile à la passe, aux assists, donc au volume. Et elle signe 35% des passes décisives de son équipe. Donc non seulement elle est très bonne dans son équipe, mais elle est également très bonne relativement au reste de la ligue. Et un ratio passe décisive, perte de balle de 2,90, 98e centile. Excellente porteuse de balle, excellente playmakers, en tout cas à son volume, parce qu'elle a clairement pas le volume d'une star ni d'une superstar, encore moins en tout cas d'une superstar, mais on n'est pas tout à fait non plus sur un volume d'une role-playeuse, parce qu'on est à quasiment 20% d'usage, ça commence déjà à peser, et on sait aussi que l'usage, les fans de NBA, et notamment de Tyrese Haliburton pourront en attester, n'est pas tout à fait le signe de l'importance d'un joueur ou d'une joueuse dans un collectif offensif. Et pour le coup, Veronica Burton, quand on regarde un petit peu les matchs, et on va regarder des extraits tout à l'heure, on se rend bien compte quand même qu'elle pèse sur les systèmes offensifs et sur ce qui est développé par Nathalie Nakassé et les Valkyries depuis le début de la saison. Il y a évidemment la défense, mais pour en parler, on a peu de métriques et surtout, on va se réserver ça pour la fin de ce podcast parce que vous le savez peut-être, la défense, c'est ce que je préfère sur un terrain de basket, donc je me réserve le meilleur pour la fin. Mais ces métriques, elles posent quand même une question qui est importante pour Veronica Burton et pour les Valkyries cette saison, et qui est même importante pour l'ensemble de la ligue, c'est Veronica Burton peut-elle prétendre au trophée de MIP? Vous le savez peut-être, le trophée de MIP récompense les meilleures progressions, et clairement, je vous le dis, la progression de Veronica Burton est monstrueuse cette saison en WNBA. Pour autant, est-ce qu'elle peut prétendre à ce titre de MIP? Il faut qu'on se pose la perspective des saisons précédentes. Et quand on a peu regardé la WNBA et qu'on ne regardait pas la WNBA à l'époque où Veronica Burton est arrivée dans la ligue, eh ben, ça nous fait fouiller un peu les archives. Et ce que j'ai trouvé, évidemment, à propos de Veronica Burton, que vous pouvez toutes et tous trouver, c'est qu'elle est draftée en milieu de premier tour en 2022 par les Dallas Wings. Elle est 7e. Donc plein milieu du premier tour de la draft 2022, et Dallas la draft avec un choix qui appartenait initialement à Chicago, qui est passé par Indiana jusqu'à arriver à Dallas par l'intermédiaire de différents trades. Elle reste 2 ans à Dallas. En 2024, elle est waived par Dallas et signée par une équipe contender, à l'époque le Connecticut Sun. À ce moment-là, le Sun du Connecticut est une équipe qui est clairement un contender. Si on écoute Shai Mamou et Ghislain et Flo de Swish Swish, à qui on passe évidemment le bonjour, eh bien cette équipe du Connecticut Sun est une des meilleures équipes de l'histoire à n'avoir jamais remporté un titre. Clairement, pour les avoir vus jouer une saison la saison dernière, c'était un niveau historique. Et pourtant, il n'y a pas eu de titre. Veronica Burton arrive en 2024 dans cette équipe extrêmement ambitieuse et elle collecte à peine plus de 390 minutes, donc un total de moins de 400 minutes. Peu de marge d'expression donc pour elle, peu de volume d'expression sur le terrain pour ce talent qui est jeune, deuxième saison et demie dans la ligue avec le Sun.
Et puis, quand le Sun fait table rase à la précédente intersaison, donc à l'hiver 2024-2025, le Sun fait table rase de son projet. Au revoir Alyssa Thomas, au revoir Dijonay Carrington, au revoir toutes les équipes qui faisaient toutes les joueuses qui faisaient cette équipe, des Wanna Bonner qui était partie du côté de l'Indiana et qui est maintenant du côté de Phoenix. Eh bien, plusieurs observateurs sont surpris que Veronica Burton ne soit pas verrouillée par le Sun dans l'optique de la draft d'expansion que les Valkyries vont pouvoir faire. Et du coup, Golden State se précipite sur Veronica Burton, qui atterrit donc du côté de San Francisco et qui va jouer en violet pour les Valkyries sur la saison 2025 que nous sommes en train de raconter. Et depuis, on a une production en constante progression. Et si on a vu la qualité dans les métriques abordées précédemment, il faut aussi noter que c'est 4 fois plus de volume moyen de responsabilité offensive pour Veronica Burton cette saison. Et le tout en plus de 1000 minutes déjà jouées sous le maillot des Valkyries. Donc on a vraiment un step-up qui est majeur, vraiment majeur. Le symbole de ça, ce sont les 6 derniers matchs joués par Veronica Burton sous la tunique des Valkyries cette saison. Et ces 6 derniers matchs, c'est vraiment le symbole de cette ascension de Veronica Burton. Parce que si sur la saison, elle est à 12 points, 5 passes de moyenne, comme on l'a vu précédemment, sur ces 6 matchs, sur cette séquence de 6 matchs de la milieu du mois d'août à aujourd'hui, elle est à 19,5 points de moyenne, 3 matchs à plus de 20 points sur la séquence, 2 matchs à plus de 13 passes, avec une moyenne de 8,16 passes de moyenne. Pour info, elle serait, avec une moyenne comme ça, deuxième de la ligue derrière Alyssa Thomas au classement des meilleures passeuses cette saison en WNBA. Elle est toujours avec ses 37% à 3 points, donc malgré une augmentation des responsabilités toujours plus importante, eh bien, l'adresse à 3 points ne faiblit pas. Et surtout, on est passé à 60% d'adresse au cercle et 68% de manière générale dans la peinture, les zones les plus rémunératrices du basket et particulièrement du basket moderne. Et on avait à l'époque 40% seulement en juin. Donc il y a vraiment une ascension, une confiance offensive sans renier la qualité de la défense de Veronica Burton qui est très très impressionnante. Moi vraiment je suis hyper impressionné et j'étais à tel point impressionné que dans notre petite conversation qu'on a entre aficionados francophones de la WNBA, j'ai dit mais Veronica Burton les gars c'est top combien? Et moi je la voyais honnêtement top 20 parce que biais de récence, choc clairement de voir une joueuse aussi éclatante sur le terrain des deux côtés du terrain et des possessions. J'ai été tempéré par ceux qui connaissent mieux la ligue et ceux qui la connaissent depuis plus longtemps, ceux qui connaissent aussi avec plus de profondeur les effectifs, les stars, les superstars et les joueuses indéboulonnables de cette ligue. Mais personne ne m'a dit pour autant que Veronica Burton n'était qu'une role-playeuse. C'est juste qu'on va demander confirmation et c'est généralement ce qu'on fait avec les candidates MIP. Donc, la réponse à la question Veronica Burton est-elle candidate au MIP est évidemment oui. Non seulement elle est candidate au MIP, mais surtout elle est la candidate au MIP selon un grand nombre d'observateurs à qui je suis contraint de me joindre après avoir préparé cette vidéo, clairement. Et du coup, on va passer au débrief. Il est temps de débriefer tactiquement ce qui se passe sur un terrain quand Veronica Burton a la balle ou quand elle ne l'a pas, en tout cas quand elle est sur le terrain pour les Valkyries de Nathalie Nakase. Alors on va commencer par l'attaque et on va commencer à l'intérieur de l'attaque par le scoring. On parlera ensuite du passing / playmaking et on finira par la défense, mais on va commencer par le scoring et un peu comme tout le reste des compartiments de son jeu, et c'est le cas pour à peu près toutes les joueuses des Valkyries, c'est dire tout le très bon travail qui a été fait par le front office pour créer cet effectif dans l'expansion draft. Eh bien, comme tout le reste de son jeu, le scoring de Veronica Burton, à mon sens, après de nombreux visionnages et un petit peu d'analyse, il est d'abord et avant tout lié à une excellente connexion avec sa coach, Nathalie Nakase, qui fait une saison canon. Vraiment canon à la tête des Valkyries. Elle est pour moi dans la course au Coach of the Year sans aucun problème avec Nate Tibbetts, le coach de Phoenix et d'autres. Franchement, coach du Dream, ça part. C'est dans la course aussi, clairement. Ce qui me plaît dans cette relation entre Nakase et Burton, c'est qu'elle permet de bien comprendre que une des qualités primaires et primordiales dans le jeu de Veronica Burton, c'est sa faculté à exécuter parfaitement ce qu'on lui demande de faire sur un terrain de basket. Et ça, quand vous êtes une coach de la qualité de Nakase, tant dans les designs que dans les principes,
eh ben, c'est hyper important. Et ça se reflète directement pour moi dans la qualité des métriques dont on a parlé précédemment à propos de Veronica Burton cette saison pour les Valkyries. On note que depuis le début de la saison, ce que Nakase cherche à faire, c'est que son équipe joue le plus possible en 5-out offense. Donc, 5 joueuses qui sont autour de l'arc à 3 points pour espacer, étirer, attirer le plus possible vers l'extérieur, le plus loin possible du cercle, la défense adverse et les joueuses adverses. Et dans cette 5-out offense, ce qui se passe, c'est qu'on a forcément une création, une libération de l'espace des lignes de drive. Il faut évidemment créer de la séparation sur des premiers pas ou après des écrans pour pénétrer, mais les lignes de drive, quand vous attirez les intérieurs vers l'extérieur et que vous jouez finalement un peu comme un système au hand, eh bien vous avez toute cette zone entre la ligne à 3 points et le cercle qui est libre. On pourrait être tenté de dire que ça libère des shoots mid-range, mais non. Ce que ça libère surtout, c'est l'attaque de cercle. Il n'y a rien qui témoigne le plus de ça que la shot chart de Veronica Burton, puisque cette shot chart, elle est ici, vous la voyez sur l'écran, et on a très peu de fuite de valeur dans la zone la moins rémunératrice, qui est la zone mid-range, comme vous pouvez le voir. Ici, on a très très peu de shoots pris cette saison dans cette zone-là. Par contre, bourrage papier dans la raquette, et ça c'est trop cool, et particulièrement au cercle, des deux côtés d'ailleurs. Et ensuite, on a un gros volume à 3 points, et on peut noter déjà cette adresse de 37% qui reste excellente en WNBA. Du coup, cette shot chart, elle représente vraiment très bien l'application dans l'exécution des principes de Nakase par Veronica Burton. Et la valeur sûre sur laquelle s'appuie Veronica Burton dans cette exécution, c'est sa qualité à 3 points. On l'a redit et redit, 37% du volume, de la variété, puisqu'elle est capable à la fois de faire du spot-up en catch and shoot et de faire du pull-up à 3 points en sortie de dribble, en remontée de balle. Et c'est vraiment du très, très bon. On va donc passer à l'analyse un petit peu en vidéo du scoring de Veronica Burton. Pour ça, on va pas prendre des images du match précédent contre les Wings, tout simplement parce que face à Dallas, Veronica Burton a vécu une très mauvaise première mi-temps. Elle a été bien meilleure en deuxième mi-temps. Du coup, c'est peu représentatif de son apport dans la saison de manière générale, en moyenne, sur la qualité de ses tirs, etc., parce qu'elle a pas forcé, mais elle s'est trouvée seulement en deuxième mi-temps et les shoots ne sont pas représentatifs de ce qu'elle a donné cette saison. C'est beaucoup plus représentatif sur un autre carton qui s'est passé dans cette séquence de 6 matchs. C'était lors du premier match qu'elles ont joué des 2 matchs contre Phoenix, contre le Mercury de Phoenix. Et dans ce match, je crois qu'elle signe un petit peu plus de 30 points. Et vraiment, pour le coup, là, vous avez tout l'armada, toutes les options offensives de Veronica Burton qui se sont exprimées dans ce match. Donc, on y va, on va analyser ça. Et on va commencer par 2-3 points. Spot-up et pull-up. Il me semble que le premier, c'est du pull-up. Vous l'avez juste ici. On va commencer par dire tout simplement que vous avez l'exemple du 5-out joué par les Valkyries. Ici, 1, 2, 3, 4 et 5 joueuses qui sont à l'extérieur de la ligne à 3 points du côté des Valkyries. Vous le voyez, ça ouvre totalement la raquette puisque les intérieurs du Mercury sont aspirés vers l'extérieur et il n'y a qu'Alyssa Thomas qui est en roamer au cas où, mais vraiment on est obligé d'avoir le poste 3, 4 et 5 de l'équipe adverse qui défend vers l'extérieur. Ça ouvre les lignes de drive, mais dès qu'on essaie de faire la séparation avec un écran comme c'est le cas ici, eh bien vous allez vous rendre compte que l'avantage du 5-out, c'est que cette séparation, elle implique, j'allais dire quasi structurellement, que la défense de l'équipe adverse collapse un petit peu vers l'intérieur de la raquette pour protéger un éventuel roll ou un éventuel début de roll, ce qui permet à la défense de contrôler non seulement si jamais on a une playmaker sur shot roll, les passes qui pourraient jaillir de part et d'autre, et ensuite le jeu de pick and roll tout simplement entre la porteuse de balle et la poseuse d'écran qui roll. Mais là, ça va pas être le cas, puisqu'on va tout simplement avoir quelque chose de beaucoup plus simple, c'est pick, l'écran fonctionne, du coup pull-up derrière, et ça fonctionne. Ça fonctionne parce que Veronica Burton, 37%, super adresse à 3 points. Allez, on enchaîne avec l'action suivante. Ici, Veronica Burton va récupérer la balle. Cette fois-ci, elle est en spot-up. Et vous avez vu, le collapse de la défense, c'est exactement ce que je vous ai décrit précédemment. C'est-à-dire que dès lors que vous avez un drive qui s'initie, eh bien, vous avez forcément des défenseuses qui viennent boucher les espaces parce que les espaces comme ça permettent aux attaquantes de s'exprimer et de créer de la séparation à l'épaule, au dribble. Soit de prendre un pull-up de qualité sur un mid-range qui est peu contesté, soit d'aller au cercle, chercher une faute ou chercher un end-one
ou tout simplement chercher un panier peu protégé si la défense adverse est de piètre qualité. Et là, ça offre quand même une marge de séparation pour le shoot à 37%, encore une fois, de notre camarade Veronica Burton. Bah forcément, ça fonctionne très bien pour elle et c'est dedans. L'action suivante, il me semble que ça va être un petit drive des familles de la part de Veronica Burton ici avec un dribble dans le dos et ça collapse, mais elle profite tout de même de la sortie de Dewana Bonheur vers l'extérieur pour s'ouvrir la ligne de drive qui était déjà ouverte au début de l'action. Dewana Bonheur avait eu un bon instinct de venir essayer de couvrir. Dewana Bonheur, pardon. Satou Sabali avait eu le bon instinct de venir stunt pour couper la ligne de drive. Vous le voyez ici, mais en fait, là, on a une menace. Du coup, Satou ne peut pas tout à fait continuer à suivre Veronica Burton et cet appui, ce redémarrage de Veronica Burton après le dribble dans le dos est juste suffisant pour créer la séparation et finir au cercle. Encore une fois, 60% au cercle sur cette séquence de 6 matchs, c'est vraiment super bon pour une guard de sa taille. On enchaîne sur la possession suivante. Les Valkyries récupèrent la balle. C'est d'ailleurs Veronica Burton qui la récupère. C'est une joueuse vraiment dans le hustle et dans la défense. Hein. Vraiment, pour le coup, sur les stocks, elle est également dans des centiles très élevés. Et on a à nouveau un drive avec ce 5-out, une nouvelle fois, qui ouvre complètement les lignes de drive. Vous le voyez, vous avez 4 joueuses, 2 de chaque côté du terrain. Et Veronica Burton qui arrive lancée depuis l'autre côté du terrain alors qu'elle se relevait, qui arrive lancée, et la séparation est faite, quoi. Et ici, on a Kalea Cooper, qui pourtant est une bonne défenseuse au cercle, bonne défenseuse de panier, ne va pas pouvoir laisser seule, je crois que c'est Janelle Salin ou Ilana Rupert, ici dans le coin. Désolé, je ne connais pas encore tous les numéros de la ligue, mais ça viendra avec le temps. Et on continue avec la possession suivante. On a toujours donc Veronica Burton, deuxième mi-temps, troisième quart-temps, remontée de balle, on pose le jeu, on a toujours ce 5-out, le drive, il est fait, la séparation est faite sur Kalea Cooper qui n'avait pas suivi parce qu'elle pensait tout simplement qu'il y allait avoir un pick and roll qui allait se jouer, puisque vous avez Temi Fakbenley ici qui est susceptible de poser un écran là pour que la séparation soit faite. Et clairement, Kalea Cooper sait que c'est Alyssa Thomas ici qui est capable de couvrir éventuellement et de switcher avec elle. Donc elle se dit, finalement, ça va aller, quoi. Si Alyssa Thomas s'occupe de défendre à côté, théoriquement, je suis peinarde. Eh bien, non, c'est faux. La séparation est faite de l'autre côté. Et là, c'est canon. On finit main gauche pour Veronica Burton. Et ça rentre, quoi. Encore une fois. Et ici, on a, je trouve, une action qui est vraiment incroyable parce que vous avez Mac intérieur qui se fait balader comme Rudy Gobert se fait balader par Jalen Brunson en playoff. Et ça, c'est masterclass sur masterclass. En playoff ou pas d'ailleurs. On va revoir ça tout de suite. Mais vous avez effectivement, intérieur Mac, donc de Phoenix, du Mercury. Et là, ça part sur des drives, sur du handle. On fait la séparation et on finit sur un lay-up inversé. C'est canon, vraiment, c'est canon. Moi, je sais pas comment on fait pour pas aimer, quoi. C'est compliqué. C'est quand même compliqué de pas aimer Veronica Burton quand on voit des images comme ça sur le scoring. Donc, vous avez vu cette capacité de se reposer sur un 3 points. Et parce qu'elle se repose sur le 3 points, il y a en fait un espace qui n'est pas laissé. C'est-à-dire que quand vous avez une joueuse qui n'est pas respectable à 3 points, une joueuse ou un joueur au basket, généralement, le défenseur ou la défenseuse attitrée laisse un espace suffisant pour mieux assimiler le démarrage. Parce que quand vous êtes défenseur, vous êtes dos au jeu, donc votre démarrage se fait en marche arrière et vous avez donc moins de tonicité et moins de vivacité que l'attaquant qui est en face de vous, qui lui démarre en marche avant. Et le premier appui de Veronica Burton, on l'a vu, est très bon. Son deuxième pas aussi. Elle a une vitesse d'accélération qui est continue sur les 4 ou 5 premiers pas et qui est vraiment, pour le coup, relativement bonne. Et en fait, là où elle fait la différence, c'est qu'il n'y a pas de marge d'absorption par une distance laissée entre la défenseuse et Veronica Burton sur les démarrages. La défenseuse est obligée de respecter son pull-up, donc elle colle Veronica Burton. Et il suffit que Veronica Burton démarre pour que la défenseuse soit déjà en retard. Si vous collez un ghost screen ou même un écran classique d'une intérieure ou d'une petite des Valkyries à côté de cette action-là, vous avez en réalité un chaos assez vite généré par Veronica Burton, son premier pas et sa respectabilité à 3 points. Et ça l'aide beaucoup pour trouver des lignes de drive ouvertes dans le jeu en 5-out offense des Valkyries.
Maintenant, il fallait les mettre, ces drives, parce que quand vous passez une partie de la saison, et notamment le mois de juin, à être à 37, 38, 40% sur vos drives, c'est largement pas rentable. Donc, ce qui s'est passé, c'est tout simplement qu'elle a continué de driver. À mon avis, très bien coaché par Nakase qui lui a dit « T'inquiète, tu vas aller trouver tes drives, tu vas prendre confiance. » Et on voit aujourd'hui que, clairement, Veronica Burton sur drive, sur cette séquence de 6 matchs à 60%, sur ce mois de juin sur ce mois d'août, à quasiment 50%, et c'est tout bon. C'est vraiment tout bon, ça progresse, ça continue de progresser, c'est ce qu'on demande à une MIP. On va maintenant passer au passing/playmaking de Veronica Burton. Là encore, c'est évidemment l'exécution de Nakase, enfin en tout cas l'exécution des systèmes de Nathalie Nakase, la coach des Valkyries, qui est très bonne du côté de Veronica Burton et qui lui permet de générer de l'attaque et d'être généralement la dernière à passer la balle à celle qui va scorer. Donc, il y a une partie de son volume à la passe, de son volume d'assist, qui est généré par une très bonne exécution des systèmes dessinés. Mais il faut le faire, ça. Il faut le faire. C'est déjà une qualité d'être une très bonne exécutante ou d'être un très bon exécutant au basket. C'est même une qualité très recherchée. Et puis, ça dénote une certaine intelligence de jeu, une certaine conscience de ce que l'altruisme veut dire au basketball et de l'influence qu'on a quand on est altruiste au basket. Et c'est la base du playmaking, en fait. L'altruisme, savoir exécuter pour que les autres soient dans des situations, génératrices, rémunératrices, productrices, eh bien, c'est top. Vraiment, c'est top pour Nathalie Nakase d'avoir une joueuse qui exécute si bien ses systèmes. Mais, depuis le début de la saison, elle est très impliquée sur les dernières passes, sur les principales attaquantes de l'équipe, notamment Janelle Salem, puisque le réseau de passes des Valkyries est dominé par Veronica Burton. On l'a dit, 35% des passes décisives de son équipe. Quand vous regardez le réseau des networks sur pvpstats.com, vous allez vous apercevoir que Veronica Burton est au centre de ce réseau-là, que la joueuse qu'elle fournit le plus, c'est Janelle Salem, la française, car généralement on est effectivement sur de l'exécution de système où on va trouver ces joueuses qui sont au poste. Janelle Salin aime beaucoup prendre des fade-away un peu à la Dirk, qui sont d'ailleurs plutôt cool. Il y a aussi dans ce 5-out aller trouver les shooteuses de loin. Janelle Salin en fait également partie, mais il n'y a pas que ça. Il y a une vraie progression au drive qui ne s'exprime pas que sur le tir et que sur la réussite au cercle ou dans la peinture, comme on l'a vu sur le passage scoring juste avant. Il y a une progression au drive sur le playmaking, sur les passes, sur les lectures et sur l'exécution. Et cette progression, elle devient précieuse parce que elle ne dépend plus que de l'exécution des systèmes, elle commence à développer et à se développer sur une amélioration des lectures et de la créativité, de l'imagination de Veronica Burton sur ses phases de jeu. On la voit de plus en plus, notamment faire des passes en changement, en renversement du côté opposé, par-dessus sa tête, par-dessus son épaule, par-dessus plusieurs joueuses. Et là, clairement, en fait, c'est juste le résultat de « je sais où sont les joueuses autour de moi », parce que ça fait maintenant 3 mois qu'on joue ensemble et on a joué quasiment 40 matchs, donc je sais où les trouver, je sais qui trouver et à quel moment les trouver dans le match, dans les actions, etc. Donc il y a un timing qui s'est amélioré et on a aussi juste une créativité, une confiance dans le poignet, quoi, dans la coordination qui est vraiment meilleure de match en match pour Veronica Burton à la passe sur la créativité pure individuelle au-delà de l'exécution des systèmes. Et ça, c'est vraiment très encourageant parce que c'est aussi quelque chose que personnellement, je demande à des candidats MIP et je demande même à des joueuses et joueurs qui sortent d'un MIP, qui ont été MIP et qui, en sortie de saison du MIP, on va leur demander de faire encore de la progression et qu'elles commencent à activer ça à quelques encablures, à quelques matchs de la fin de saison. Je trouve ça très encourageant parce qu'il va y avoir peut-être des playoffs, mais il va y avoir surtout une intersaison pendant laquelle elle va peut-être pouvoir travailler là-dessus, progresser en vue de la saison prochaine. Et franchement, moi, je trouve ça très excitant. Donc, on va regarder quelques vidéos à ce sujet-là. Et ces vidéos, on va les extraire du match face aux Wings, le dernier match joué à cette date d'enregistrement de podcast par les Golden State Valkyries. Une opposition face aux Dallas Wings de Paige Bakers, dans laquelle Veronica Burton à la passe a été très bonne, plus de 10 passes, je crois, plus de 13 passes même, je crois, en plus d'une vingtaine de points scorés, mais je l'ai dit tout à l'heure, les points ont été scorés majoritairement en deuxième mi-temps et n'étaient pas tout à fait représentatifs de ce qu'elle a produit cette saison. Pourtant, les passes le sont. Les passes sont vraiment représentatives des progrès qu'elle est en train de faire et de sa qualité d'exécution, qui est vraiment son niveau plancher de playmaking. N'oubliez pas un assist
turnover ratio de 2,80 dans les plus hauts centiles de la ligue. Elle est vraiment meilleure qu'un sacré paquet de joueuses dans la ligue. Laissez-moi retrouver la stat parce que moi, j'ai vraiment adoré cette stat pour une joueuse qui a ces responsabilités-là. Voilà, on est dans le 98e centile. Donc, la propreté du playmaking et du passing game de Veronica Burton est vraiment élite. 98e centile, c'est vraiment élite. Il manque peut-être un petit peu de volume, mais quand vous commencez à faire des matchs à plus de 10 passes, 13 passes et que vous êtes la deuxième meilleure passeuse sur la séquence qu'on est en train de discuter, c'est très encourageant. On parle d'une joueuse qui est jeune, on parle d'une joueuse qui est dans sa 4e saison WNBA, qui va rentrer dans le début de son prime, et là, ça va commencer à être très intéressant. Si on a une joueuse la saison prochaine, les saisons d'après, qui est à 7 ou 8 passes, ça va devenir vraiment très intéressant de regarder Veronica Burton. On y va, c'est parti. On y va sur cette séquence d'analyse rapide du passing de Veronica Burton sur le match précédent. Vous la voyez donc ici, elle récupère la balle et là, on a vraiment l'exécution classique des systèmes de Nathalie Nakase. Pourquoi ? Eh bien, on retrouve ce 5-out offense ici avec des premières créations de décalage. Il y a un demi-écran là-bas pour faire van. Ça va demander le switch ici, côté opposé. On a un curl qui va s'effectuer comme ça et un dribble hand-off qui arrive comme ça, ou une pistol action qui arrive comme ça du côté donc des Valkyries, là où le ballon se trouve. On va renverser le jeu assez rapidement pour aller trouver Veronica Burton qui est ici. Et une fois que Burton a la balle, eh bien, le décalage sera fait parce que entre ce qui va se passer ici, dans ce triangle-là, et ce qui se passe là-haut, les défenseuses vont être en décalage, ces deux-là, et finalement, ce sera fini, quoi. En fait, on a créé suffisamment de chaos dans la défense de Dallas avec ce mouvement en démarrage de 5-out que ça suffit pour Veronica Burton de trouver une passe facile pour un 3 points de sa camarade. On remet lecture. Ici, premier décalage, regardez ce qui se fait ici. On a des joueuses qui ne comprennent pas ce qu'elles doivent faire et forcément, on est foutu. On est foutu côté Dallas. Alors, attention, la défense de Dallas, c'est pas la défense élite de la ligue. Je le répète, sur cette séquence de 6 matchs, il y a eu un calendrier plutôt favorable pour les Valkyries. Et là, on est sur une exécution de système qui se passe parfaitement. Et pourquoi c'est parfait ? Simplement parce que la défenseuse des Wings qui est en retard à 5 mètres avant d'être sur les lières en question, qui prend le shoot. Vous le voyez ici. Là, il y a vraiment une prise de shoot où vous avez 5 mètres de distance. Donc, c'est le shoot le plus ouvert de tous les temps. Mais ça, c'est parce qu'il y a une mauvaise défense en face. Si la défense avait été bonne, je pense que le système aurait fait que la défenseuse se serait trouvée dans cette zone parce que le décalage est structurellement plutôt bien créé, je trouve. Il n'y a rien de sorcier dans le système, mais ça crée un vrai décalage. Et en fait, la shooteuse aurait pu quand même avoir un tir ouvert. Un petit peu moins ouvert, mais quand même ouvert. On attaque avec l'action suivante. C'est parti. Donc, on a une remontée de balle. Veronica Burton qui récupère la balle très haut. Screen. Est-ce qu'on va jouer le pick and roll ? Ici, vous avez deux joueuses de Dallas qui sont prises dans le pick and roll. Regardez la lecture que peut faire Veronica Burton ici, à ce moment précis où le champ est ouvert. Un rôle ici qui vient gêner les défenseuses et qui oblige cette défenseuse-là des Wings à éventuellement aider, venir en deuxième rideau pour contrer un rôle agressif. Paige Bueckers, elle, qui est une excellente défenseuse ici sur la zone restreinte, peut également aider. Là, on n'a pas trop de menaces parce que c'est vraiment loin. Est-ce que c'est suffisamment loin ou pas pour Veronica Burton pour qu'elle fasse la passe ? Vous avez vu qu'elle a déjà fait la lecture ici. C'est exactement ce qui va se passer. Elle va trouver la passe par-dessus son épaule, par-dessus les défenseuses, par-dessus la rolleuse et c'est dedans. Ça fait partie des passes qui montrent sa progression, à la qualité de passe, à la création, à la créativité dans les passes, tout en étant tout de même dans l'exécution. Parce qu'on voit très bien que les joueuses qui sont à 45 degrés et dans le corner sont là pour étirer la défense et pour proposer des solutions à 3 points, puisque ce sont deux joueuses qui shootent. Mais Veronica Burton, il faut qu'elle aille quand même chercher cette passe par-dessus son épaule là et par-dessus deux joueuses qui défendent le pick and roll et la rolleuse qui roule jusqu'au cercle. Donc, moi, je trouve que c'est bueno côté Veronica Burton. On enchaîne avec toujours les passes de Veronica Burton face aux Wings.
Remontée de balle, ici on va driver et pareil, on va trouver cette fois-ci sur le côté, sur le petit côté, dans le corner. On craint Veronica Burton, on l'a vu, on le craint, on connaît ses chiffres, on sait qu'elle est scoutée puisque c'est l'arme offensive numéro 1, la playmaker numéro 1 de cette équipe des Valkyries. Donc toutes les équipes scoutent évidemment Veronica Burton et vous allez voir comment elle fait collapser cette défense sur le drive. Vous avez 3 joueuses qui viennent pour l'entourer sur le drive. Malheureusement, ça laisse ouverte une joueuse dans le corner. Et ben, c'est tout simplement le 3 points. Et encore une fois, la 5-out offense des Valkyries qui fonctionne très bien. Et c'est dedans sur cette partie-là encore. On est toujours dans le premier quart-temps. Ici, on a à nouveau l'appel d'un écran, mais vous l'avez vu tout à l'heure. J'adore cette passe. J'adore cette passe. Vous l'avez vu tout à l'heure. Veronica Burton peut aussi jouer dans le timing des postes d'écran. Elle n'attend pas que l'écran soit posé pour initier son attaque et pour initier le décalage. Ici, elle part comme tout à l'heure de l'autre côté de l'écran et elle va trouver une passe phénoménale derrière par la ligne de fond. Et regardez où est-ce qu'elle initie sa passe. C'est monstrueux. Elle initie ici et sa passe va passer par-dessus 2 joueuses et demi pour aller trouver en catch and shoot dans le corner un tir facile ouvert. Et Golden State pour le plus 11 face aux Wings dans le premier quart-temps. Vraiment, ça, c'est canon. Ça, c'est une passe qui, clairement, relève davantage de la créativité et de la confiance aussi. Parce que effectivement, elle sait que Nathalie Nakase met toutes ses joueuses à l'extérieur de la zone de 3 points, qu'il va donc forcément y avoir des joueuses dans les corners. Il faut aller les trouver. Là, vous avez quand même une passe qui est par-dessus toute la défense sur les lignes arrière, toute la défense, disons, qui est proche du cercle, près de la ligne de fond. Et vraiment, c'est canon. C'est vraiment une passe que j'ai trouvée canon. La possession suivante, dribble dans le dos, on a vu qu'elle aimait beaucoup le faire. Et toujours, cette passe. Cette passe qui est incroyable de l'autre côté du terrain. Franchement, j'adore cette passe, vraiment. C'est terrible d'aimer autant cette passe. On va se la remettre quand même. On va se la remettre. Et donc, vous avez dribble dans le dos, l'écran pour créer encore plus de séparation. Et là, vous voyez, ça va filer, il y a la place. Les Wings ne se sont pas ajustés depuis la précédente action de ce type. On sait toujours qu'il y a 3 shooters de l'autre côté, mais finalement, on garde quelqu'un pour roamer et on garde quelqu'un en aide au cas où Veronica Burton décide de driver, puisqu'elle a déjà drivé plusieurs fois dans ce match en début de match, même si ça n'a pas fonctionné. Je rappelle qu'elle n'avait pas une adresse phénoménale, mais vous voyez qu'elle s'est bien vengée sur le playmaking. Et donc là, c'est trop cool. Elle passe vraiment par-dessus toutes les défenseuses, hyper précise, ça arrive parfaitement. Et ce qui est rigolo, c'est que les défenseuses ne pensent pas. Je crois que c'est Ilana Rupert qui prend le shoot ou Janelle Salin qui prennent le shoot. Et les défenseuses n'y croient pas. Du coup, elles viennent se regrouper sur la shooteuse qui a rentré le 3 points précédent. Mais non, il est pris dans le corner, ce shoot. Ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Donc canon, cette passe, ces 2 passes-là vraiment sont canons. On se retrouve de l'autre côté du terrain cette fois-ci. Et encore une fois, on a une bascule, vraiment des passes renversantes. Des passes qui surprennent parce qu'elles vont en fait de l'autre côté du bras. Vous avez vraiment des passes en cloche de l'autre côté et qui arrivent parfaitement. La qualité des passes est vraiment excellente. Souvent, les joueuses doivent prendre, elles sont en réception de la passe, là, dans leur zone, où elles vont amorcer le tir. Vraiment, la qualité de la passe sur ces passes-là est vraiment très très bonne, alors qu'on est sur des passes renversées au poignet par-dessus plusieurs défenseuses et par-dessus, encore une fois, une joueuse des Valkyries qui roll après un PNR, après un pick and roll. Vraiment, c'est canon. Toujours, vous l'avez vu, le 5-out offense des Valkyries qui offre beaucoup d'options aux drivers qui décideraient de faire une passe. Ici, remontée de balle, Veronica Burton, toujours alerte sur les remontées de balle. On a une passe qui rappelle franchement, moi, qui suis amoureux des Suns de l'époque d'Anthony Nash, on dirait vraiment une transition des Suns. Vous avez un joueur, une joueuse qui fonce dans le cercle, une autre qui vient se positionner à 45 degrés sur le côté opposé et une autre dans le corner. Ça, vraiment, j'adore ce genre de système de transition. Et là encore, Veronica Burton fait de très bons choix parce que, au-delà de la créativité et de l'exécution, les choix sont très bons. Le decision making est vraiment excellent. Donc, c'est canon, c'est juste canon. C'est parti. On est encore sur la suivante. Encore une petite action. Là, pareil, on trouve les décalages, on crée l'aspiration, on fait collapser la défense. Vous le voyez ici, on fait collapser la défense. On a 1-2 joueuses qui viennent aider. Je vais remettre et je vais
dessiner. Hop là. C'est sur l'action d'après, voilà. On a donc un premier décalage qui est créé, il y a un retard ici, mais cette joueuse peut se dire, il y a déjà une joueuse ici, une joueuse là, donc peut-être que je n'ai pas besoin de me presser et peut-être qu'il faut plus que je contrôle un rôle éventuel ici. Et qu'est-ce qui va se passer? Accélération de Veronica Burton pour mettre la pression. Finalement, la joueuse suit. Sans doute que Heinz Allen a dit « je m'occupe de la rolleuse », etc. On a donc Heinz Allen qui va reculer vers le panier pour essayer de contrôler éventuellement ce qui peut se passer du côté du cercle. Et on a ici une aide qui va intervenir en laissant seule la joueuse qui est dans le corner. Et vous avez 3 autres joueuses susceptibles de prendre un tir de loin. Paige Bueckers et CDD sur un stunt. Mais bon, ça fonctionne pas, quoi. Vraiment, ça ne fonctionne pas sur Veronica Burton. Trop véloce, trop vive. Et puis surtout, toujours un très bon timing de passe et de très bonnes décisions qui sont prises. Boum, boum, et c'est dedans. C'est simple, mais c'est vraiment d'une efficacité terrible. La défense de Dallas, encore une fois, est à remettre en question sur ce match et sur l'ensemble de la saison. Elles n'en sont pas là dans le projet. Mais il faut quand même faire les passes, quoi. Quand elles sont disponibles, il faut les faire. Je vous ai parlé tout à l'heure de la qualité d'exécution de Veronica Burton sur les systèmes qui sont dessinés par Nathalie Necasé. Vous voyez ici que toute la défense est obnubilée par ne pas laisser de tir ouvert parce que Veronica Burton est capable de renverser le jeu. Et donc, on a un jeu en post-up ici qui s'ouvre en 1 contre 1. Et du coup, on cible. On cible et on y va. Et Veronica Burton fait une passe très simple d'exécution au post-up. Je vous en ai parlé tout à l'heure. D'habitude, c'est Janelle Salin qui récupère ce genre de ballon et qui adore prendre des turnaround fade away, mais ici on a une autre intérieure qui est tout à fait capable de faire des différences ici sur la ligne de fond et ça va finir en lay-up. Et vous avez vu, Veronica Burton reste tout de même ouverte à 3 points au cas où. Et voilà, c'est du bon. Et là, la dernière passe, ici, encore une fois, exécution classique en sortie de drive où on vient trouver donc la joueuse dans le corner. Ça montre qu'il y a une très bonne exécution, il y a une très bonne prise de décision, il y a une très bonne qualité de drive et que le drive est respecté. Ce drive d'autant plus dangereux que le 3 points est également respecté. Je l'ai dit tout à l'heure, quand vous êtes adroit et respecté et respectable à 3 points, forcément, la défense est plus proche de vous et vous êtes donc plus saillante quand vous attaquez une ligne de drive. Ici, la séparation était faite. On a une défense qui collapse, on a des espaces qui se créent et un peu d'air qui se crée pour les shooteuses. On prend la bonne décision au bon moment, on exécute proprement, on va trouver les shooteuses, ça rentre parce que la contestation de Dallas est aussi une défense relativement faible. Mais encore une fois, moi je trouve tous ces signes de playmaking de la part de Veronica Burton en volume, puisque là on est sur un match à plus de 13 passes, il me semble 13 ou 14 passes décisives, c'est cool. C'est vraiment, vraiment très cool, cette capacité de progresser sur cet axe-là du terrain et de finalement profiter des progrès qu'on fait au scoring sur le drive et de l'assiette, du plancher qu'on a sur la qualité de son shoot à 3 points. Puisque là, vraiment, on est sur une sorte de ricochet ou en tout cas de chaîne d'effets où la qualité du 3 points, pull-up et spot-up permet la qualité du drive et la qualité de décision, de finition ou de passe permet à Veronica Burton la rentabilisation de ses drives. J'adore ce profil offensif qui est en nette progression et j'ai très hâte de le suivre sur les saisons suivantes. On va passer maintenant au dessert, la défense. C'est clairement le dessert parce que la défense de notre camarade Veronica Burton est absolument excellente. Vraiment absolument excellente. Je pense honnêtement que c'est une des défenseurs sur le périmètre que j'ai vu cette saison qui m'a le plus impressionné. Et je suis des défenseurs au périmètre depuis très longtemps, mais là vraiment, je suis impressionné par la polyvalence de son profil défensif. Et vous allez voir que cette polyvalence est mise à l'épreuve par Nathalie Necasé. En tout cas, mise à l'épreuve, utilisée par Nathalie Necasé sur les dispositifs défensifs et qu'elle répond très bien aux ajustements des attaques qui est en face. On va retourner sur le match Dallas Wings face aux Valkyries. On va voir comment Veronica Burton s'est occupée de l'attaque de Dallas. Il y a quand même des joueuses qui savent attaquer dans cette équipe et notamment et particulièrement Paige Bueckers. Donc, on va voir ça ensemble. On est donc parti pour analyser cette défense. Première action, vous allez le voir, Veronica Burton numéro 22, ici sur Paige Bueckers, et ici, on vient tout de suite
mettre de la difficulté et de la pression sur Paige Bueckers avec un marquage vraiment très très bien fait, très très propre. Regardez surtout ce qui me plaît moi, c'est tous ces petits pas et cette rapidité latérale qui vient fermer la ligne de fond que Paige adore prendre pour aller finir dans la zone restreinte. Et là, vraiment, pour le coup, c'est vraiment élite, quoi, cette dimension latérale. Et puis ensuite, on a de très bons appuis pour contester l'épreuve physique que Paige met sur Veronica Burton. Ah, vraiment, c'est déjà du bon. C'est déjà du bon. Et il n'y a que 2 minutes qui ont été jouées dans le premier quart-temps. Action suivante, on a toujours Veronica Burton qui est en défense. Et là, vous avez vu, on va venir aider. Donc, on va venir stunt sur le drive ici. Veronica Burton va venir stun, donc c'est-à-dire couper la ligne de drive de l'attaquante, et puis surtout, malgré son petit gabarit, contester le tir, quoi. Contester le tir. Une contestation magistrale, et derrière, ça lance la transition. Là, vraiment, c'est fort, quoi. Ici, pareil, on est au poste, on contrôle bien, le haut du corps est très fort, les appuis sont très forts, ça ne bouge pas. Veronica Burton en défense, ça ne bouge pas. Ça ne rend pas 1 centimètre, y compris sur les coups d'épaule. Et encore une fois, très bonne contestation, très propre. Et regardez la qualité de la défense qui s'exprime dans le fait qu'elle reste totalement dans son cylindre à tous les moments de la possession défensive. Elle est vraiment dans son cylindre. Elle ne rentre pas dans le cylindre de l'attaquante, sauf que tout simplement, sa longueur de bras, sa dimension physique et athlétique, la qualité de ses appuis, la qualité de la puissance de son haut du corps et de la gestion de son centre de gravité qui lui permettent d'encaisser les coups d'épaule, ça fait que forcément, quand vous êtes l'équipe adverse, vous avez que des shoots casse-croûte quand vous essayez d'attaquer sur Veronica Burton dans la peinture ou quand vous essayez d'attaquer tout court sur Veronica Burton. On continue avec la possession suivante du côté des Wings qui attaque donc la défense de Golden State. Ici, on a Burton qui double, elle se retrouve en tête de raquette, et puis elle va suivre l'action, hop, on concède pas le switch, on reste devant et on arrive à contrer. Et là, c'est vraiment, c'est vraiment canon. C'est vraiment canon. Regardez la somme des petits appuis là. Tous les petits pas qui sont faits en défense pour ne pas perdre de la vivacité, pour garder sa motricité, pour garder son élasticité aussi, être capable de répondre à des changements de trajectoire verticaux ou horizontaux de la part de l'attaquante. Et ben, on a tout ça dans le bac de Veronica Burton. Regardez tous les petits pas. Ici, on va venir se repositionner. Petit pas, petit pas. Ici encore, petit pas, on coupe la ligne, on ne concède pas le switch, on communique bien avec l'intérieur. Et vraiment, après, derrière, ça rentre parce que, pour le coup, il y a à nouveau une mauvaise communication. Mais jusqu'au tir récupéré dans la raquette, là, vraiment, le contre, tout est canon. Tout est canon de la part de Veronica Burton. Excellente possession défensive, excellent sang-froid aussi, vraiment beaucoup de sang-froid sur cette possession. Même au moment où il y a une zone de flottement, elle se retrouve à roamer assez haut, donc avec ce rôle de libéraux défensif un petit peu haut par rapport au reste du rôle du libéraux qui est généralement plus bas dans la raquette. Elle a ce rôle de libéraux entre les moments où l'action se déroule du côté des Wings, pendant l'exécution du système offensif. Et elle communique bien, elle arrive à retrouver sa place et en fait, à aucun moment, elle ne perd la balle de vue, les attaquants de vue et le système qui s'exécute devant elle. C'est élite, quoi. C'est juste parfait. On attaque donc, on enchaîne avec la possession suivante. Ici, toujours en défense sur la porteuse de balle. Aucune solution concédée sur le drive. Obligé de faire une passe casse-croûte. Et puis derrière, on va aider en aide, soit sur le box-out, soit sur l'aide tout simplement d'attaque au panier. Là, la qualité de son stunt, vous l'avez vu, la qualité de ses stunts en aide, comme vous pouvez le voir ici. Donc, on a un drive qui s'exécute sur une forward des Valkyries et vous avez Veronica Burton qui lâche parce qu'elle sait que là, c'est bon, c'est défendu, c'est trop loin, le système s'exécute avec un tout petit peu de retard par rapport à l'avance qu'elle a pris, elle, sur son stunt. Et en fait, ça suffit à disrupter, déranger, casser un peu, créer du chaos dans l'attaque des Wings. Et puis derrière, tranquille, on assume le challenge physique, on vient aider, on vient box out, et voilà, le rebond est sécurisé. C'est canon. Vraiment, j'adore ces possessions défensives de Veronica Burton. Je ne saurais pas le dire autrement. Là encore, on voit très bien, on va venir aider par l'extérieur, on empêche la prise de tir,
Et derrière, il y a un décalage qui est créé et Dallas en profite, mais ça n'est pas imputable à Veronica Burton. Je trouve que l'aide était très intelligente. On a fait son job. Il y a peut-être un problème de communication de ce côté-là du terrain, mais Veronica Burton, vraiment canon, encore une fois, sur cette possession défensive des Valkyries. Donc, vous voyez toute la variance, toute la variété, la diversité, la polyvalence de Veronica Burton dans cette équipe des Valkyries en défense. Et vous avez vu sur la possession précédente que les Wings se sont adaptés un petit peu sur les formes d'attaque qu'elles veulent jouer. Et leur objectif, c'est de mettre Veronica Burton le plus loin possible du ballon. Et donc, elle va prendre un peu le rôle de roameuse, le rôle de libéraux défensif pour contrôler la zone et venir aider celle qui défend sur la porteuse de balle. Même si ici, elle est sur la porteuse de balle, elle va venir aider beaucoup plus facilement sur les possessions de son équipe. Allez, on repart dans les vidéos. Cette fois-ci, elle est toujours sur le point d'attaque. Vous pouvez le voir juste là, porteuse du ballon, Veronica Burton au marquage. Il y a déjà de la disruption, il y a déjà de l'empêchement de tourner en rond, clairement. Veronica Burton, là, elle met une pression sur la porteuse de balle qui permet déjà de créer du chaos dans l'attaque des Wings une nouvelle fois. Et elle va très bien suivre l'action, empêcher cette joueuse de créer de la séparation et puis derrière venir un petit peu en aide. Vous l'avez vu, cette pression permet vraiment, ne permet pas en tout cas aux Wings plutôt de générer de l'attaque, quoi, tout simplement. Elle est capable de casser et de faire s'égrener les secondes de possession de l'équipe adverse, quoi. Ça, c'est vraiment une plus-value défensive phénoménale dans cette équipe des Valkyries qui est très bien organisée défensivement et collectivement. Petite perte de balle ici, mais vous allez voir, on se débine pas. Paige Bueckers attaque, mais en fait, il n'y a pas besoin ici d'attaquer sur Veronica Burton, qui en plus est aidée par Janelle Salin. C'est top. C'est top, vraiment, à chaque fois que vous attaquez sur Veronica Burton, vous vous heurtez à un mur qui est très difficile à déplacer. On ne l'a pas trop vu, mais effectivement, il y a ce rôle de roaming sur l'ensemble de la saison qui est manifeste. C'est-à-dire que dès que vous changez le rôle et que vous faites en sorte de mettre soit la guarde défendue par Veronica Burton dans le dunker spot ou ce genre de système qu'une attaque pourrait opposer à la défense des Valkyries, vous avez Veronica Burton qui opère en roaming et là, disruption, interception, déflexion, protection du cercle, etc., tout s'exprime. C'est presque pire. Moi, je trouve que la défense sur point d'attaque, je trouve que c'est encore plus terrifiant, mais le fait qu'elle soit capable de faire les deux, c'est vraiment du très bon. Voilà où on en est de la défense, de la qualité défensive et de la variété défensive du profil de Veronica Burton. Moi, c'est vraiment une joueuse que défensivement, je trouve élite, d'autant plus qu'elle assume un gros volume défensif pour son équipe cette saison et que les Valkyries sont plutôt une bonne défense avec de très bons principes et de très bons systèmes défensifs proposés par Nathalie Nakasse. C'était une défenseuse de haut niveau depuis le début de la saison, mais depuis le début de la saison, elle évolue à côté d'une joueuse qui était clairement candidate d'e-point, qui s'appelle Kyla Thornton, et depuis sa blessure, on était en droit de se dire, ok, peut-être que Veronica Burton va être un petit peu plus exposée parce que sur le poste 3, il n'y a pas Kyla. Et en fait, non. en fait, non. Veronica Burton a pris encore plus de responsabilités, un petit peu comme en attaque, et clairement, ça marche. Ça fonctionne très bien pour elle individuellement. C'est plus difficile pour les Valkyries qui peinent à vraiment trouver soit le choix d'aller en play-off, soit le choix d'oublier cette saison et de partir sur la loterie. Mais en tout cas, Veronica Burton, elle, est loin d'être en reste sur ses efforts défensifs et sur ses efforts offensifs. J'ai une invitée qui veut se joindre à ce podcast, donc je l'appelle tout de suite. Vas-y, monte. Voilà. Je vous présente, évidemment, vous la connaissez, Prunelle. Je ne pouvais pas finir ce podcast sans elle. Ça fait 5 minutes qu'elle veut absolument monter sur mes genoux. Donc, gros coup de cœur sur Veronica Burton, sur la saison des Valkyries de toute manière. Je pense qu'en fonction de si elles vont en play-off ou pas, ce sera une des dernières fois, je le redis, que je parle des Valkyries cette saison. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je pense que oui, c'est la dernière fois qu'on parle des Valkyries. C'est la dernière fois qu'on parle des Valkyries dans ce podcast pour cette saison. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'elles vont faire, non pas en play-off, mais à l'intersaison 2025-2026. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, une excellente matinée. J'espère que vous avez aimé ce podcast autant que j'ai apprécié le préparer et le produire. Et nous, avec Pru, on vous dit à très bientôt. Ciao.